Bienvenue à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de suivre le 13h de ce 19 septembre. À l'issue de la visite officielle du président Alassane Ouattara au Qatar, les chefs d'État ivoiriens et qataris se sont engagés à développer et à diversifier les relations de coopération entre leurs pays. 6 accords ont d'ailleurs été signés entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'enseignement et des transports maritimes. Pendant ce temps, le président ivoirien était représenté à Washington par son vice-président. Daniel Grablan-Duncan a pris part aux journées d'hommage en l'honneur de l'ambassadeur Andrew Young pour ses actions en faveur de l'éducation, la santé, le leadership et les droits humains aux États-Unis, en Afrique et dans les Caraïbes. La Cour pénale internationale CPI a décidé d'ouvrir un examen préliminaire sur la déportation présumée des Rohingyas, minorité musulmane en Birmanie. Une phase décisive avant l'ouverture éventuelle d'une enquête formelle sur ce qui pourrait constituer un crime contre l'humanité. Bonjour à tous, c'est la fin de la visite officielle du président Alassane Ouattara au Qatar. Elle a été fructueuse puisque le chef de l'État ramène dans ses valises 6 accords signés avec le Qatar. Il a également présenté au secteur privé qatari les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Qatar, déterminés à développer leurs relations économiques et commerciales à l'issue de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État entendent ainsi accroître significativement le volume des échanges qui sont en deçà des potentialités des deux pays. Le chef de l'État s'est dit heureux des engagements pris à travers différents accords en vue d'équilibrer la balance commerciale ivoirienne. Pendant ce séjour, nous avons pu bien sûr parler de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar pour constater que nos échanges sont à un niveau très bas, à peine 30 millions de dollars, ce qui est largement insuffisant par rapport à la qualité des liens qui unissent nos deux pays. Donc nous avons identifié un certain nombre de projets pour essayer d'accroître donc le commerce entre le Qatar et la Côte d'Ivoire, et ces projets parmi les projets d'infrastructure, par exemple le contournement à Abidjan, la voie Y4. Nous sommes mis d'accord sur la construction d'un certain nombre de lycées professionnels qui seront un peu partout dans l'ouest, au nord, à l'est du pays. Nous nous sommes mis d'accord pour envisager la construction d'une université à Bangourou. C'est un projet qui me tient à cœur et que j'avais promis aux populations. Et nous nous sommes également intéressés pas seulement aux questions de développement, mais également aux questions d'investissement. Et vous le savez, nous avons eu la participation d'à peu près 10 chefs d'entreprise ivoiriens qui ont participé à cette rencontre. Donc, nous avons pu faire une réunion avec le secteur privé qatari. Et j'ai beaucoup insisté sur l'investissement dans la transformation de nos matières premières, notamment le cacao, la noix de cajou, mais également d'autres produits. Nous avons échangé les possibilités d'intéresser le secteur privé qatari aux questions de construction de logements économiques, de logements de haut standing, des questions relatives à la formation de nos jeunes, à leur donner des bourses d'études. Nous avons rencontré les autorités du gouvernement également, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, le patron du Fonds de développement du Qatar. C'est dire que nous avons eu un séjour rempli, pas seulement sur des questions politiques et diplomatiques et de coopération, mais également nous avons identifié des projets sur lesquels nous allons travailler ensemble pour leur mise en œuvre dans les prochains mois. Donc je voudrais terminer en réitérant toute ma gratitude à Son Altesse l'émir du Qatar et dire à quel point nous avons été choyés et combien nous apprécions cette amitié. Il était en visite en Côte d'Ivoire en décembre 2017. Je l'ai invité à revenir en Côte d'Ivoire en 2019
Et il a bien voulu accepter de faire cela et donc nous l'attendons impatiemment à Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara, au thème de sa visite officielle au Qatar, a quitté Doha ce mardi 18 septembre pour Paris. De Paris, le chef de l'État se rendra à Bamako pour prendre part à l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta et à la fête nationale du Mali le samedi 22 septembre 2018. Pendant son séjour au Qatar, le chef de l'État ivoirien a reçu les Éléphantos, l'équipe nationale junior de football de Côte d'Ivoire. Les Éléphantos sont présents dans ce pays pour le tournoi des 4 nations qui regroupe le Qatar, la Côte d'Ivoire, l'Uruguay et le Vietnam. Awa Touré. Le tournoi des 4 nations des jeunes de moins de 20 ans, U20, regroupant le Qatar, la Côte d'Ivoire, le Vietnam et l'Uruguay, se déroule à Doha du 14 au 20 septembre. Ces éléphantos, conduits par Hervé Siaba, membre du comité exécutif de la FIFA, sont venus saluer leur capitaine, le président de la République, Alassane Ouattara. L'initiative de la FIFA, c'est de préparer ces jeunes gens, ces enfants, à les aguerrir pour participer aux grandes compétitions. Déjà en 2013, ils ont été champions d'Afrique. En 2017, ils ont été médaillés d'argent au dernier jeu de francophonie à Abidjan. Vous êtes le capitaine des éléphants. Nous sommes venus prendre une bénédiction pour que la bénédiction puisse accompagner ces enfants à notre CAN 2021 et 2022 à la Coupe du Monde. Vu que ce n'est pas permis à tout le monde de rencontrer le président, donc on est forcément motivé. Je pense que la prochaine rencontre, ça va être mieux pour nous. Le président de la République, qui vient d'achever une visite officielle au Qatar, a tenu à recevoir ces jeunes pour les encourager. Vous êtes en même temps, disons, des ambassadeurs de notre beau pays et je voudrais vous féliciter. Et je sais que le premier match ne s'est pas très bien passé, mais c'est normal après le voyage et le décalage. Mais je suis confiant que pour les autres matchs, vous allez relever le défi. Parce que découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas? Voilà. Je voudrais vous dire toute notre fierté pour ce que vous faites, pour ce que vous représentez pour la nation, votre contribution, et vous dire que vous êtes l'avenir de notre pays, et donc c'est le socle donc l'avenir de la Côte d'Ivoire, et nous sommes très heureux. Nous avons signé un protocole au plan culturel et sportif. D'ailleurs, l'émir a décidé que tous les Ivoiriens qui seraient ici pour des études ou pour des séjours d'études ou de formation seraient boursiers. C'est-à-dire que donc ça ouvre des perspectives. C'est vous dire que nous pensons à la jeunesse chaque fois que nous faisons ces déplacements. Nous avons des compétitions importantes à venir, la CAN en 2021 et puis en 2022, bien sûr, la Coupe du Monde. Et je suis sûr que cette fois-ci, nous allons tout faire pour que nous soyons parmi ceux qui vont jouer. Je suis certain que certains d'entre vous ferez partie de l'équipe nationale. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance à chacun de vous. Battus 3-1 par l'Uruguay lors de la première journée, les Éléphantos vont affronter le Vietnam pour le compte de la seconde journée. Le vice-président ivoirien, lui, a regagné Abidjan ce mercredi matin. Il revient des États-Unis où il a représenté le chef de l'État aux cérémonies d'hommage à l'ambassadeur Andrew Young, un compagnon de lutte de Martin Luther King, figure emblématique du combat pour les droits civiques des Noirs américains. Andrew Young est le premier Afro-Américain à avoir été nommé ambassadeur aux Nations Unies. Il est également lié à la Côte d'Ivoire par la mise en œuvre de plusieurs projets, des projets dont l'état d'avancement a été évoqué à la faveur de cette mission de Daniel Cablon-Duncan. Et nous vous proposons maintenant d'écouter le vice-président ivoirien. Il a bien voulu nous recevoir pour une séance de travail et pour, disons, faire un peu le point de la coopération, notamment donc entre sa fondation, la fondation Andrew Young, et la Côte d'Ivoire. Deux grands dossiers étaient à l'ordre du jour. Le premier concernait l'Université internationale de Grand Bassam, qu'il a aidé lui-même à mettre en place. Il était venu pour la pose de la première pierre d'un campus. Et il a fait un peu le point avec nous. Il y a une société qui s'appelle Africa Integras, qu'on a rencontrée d'ailleurs en marge donc, de
cette période d'hommage et qui va probablement avec le gouvernement ivoirien, s'il en était d'accord, et les autorités de l'université, construire un campus. Disons que sur une plateforme de 60 hectares, du côté donc de Grand Bassam, et qui pourrait se faire en 2 phases avec un total de l'ordre de 50-60 milliards de francs CFA. Donc il s'agit d'un gros projet. Et puis le deuxième projet pour lequel on a fait le point avec lui, c'est le projet qui s'appelle Aquaponics. Il s'agit d'un projet donc, qui allie à la fois, disons que dans le domaine agricole, la culture donc, de plantes, que les Américains appellent duckweed. C'est une plante qui pousse dans l'eau, qui est utilisée pour faire de l'élevage. Et puis ensuite, disons que des engrais pour les légumes, tomates, etc. Donc c'est un système fermé et qu'ils veulent mettre en place ici au niveau de la Côte d'Ivoire parce que c'est un succès donc, à travers le monde. Venant sur le séjour à Washington du vice-président ivoirien, il a pris part au dîner gala en l'honneur d'Andrew Young. Jérôme Kofiaboula. Un jour mémorable dans la capitale américaine, Washington. Ce lundi 17 septembre 2018 pour rendre hommage à Andrew Young, figure emblématique de la lutte pour les droits des Noirs américains ou des Afro-Américains. C'est le National Harbor Hotel, MGM, qui est choisi pour abriter cette cérémonie. Il s'agit précisément d'un dîner gala destiné à magnifier ce compagnon de Martin Luther King dans le combat pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Soirée grandiose, à la dimension de l'illustre personnalité. Elle est marquée par des prières à son endroit, des témoignages sur toutes ses actions pour les causes de la paix et de la justice entre les hommes, des chants ainsi que des applaudimètres dans une ambiance de communion et de partage. Bref, tout ce qu'il faut pour rendre ce moment agréable devant le parterre de convives. L'un de ses invités, tant en quantité qu'en qualité, est le vice-président ivoirien. Il est à ce titre le représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, c'est un grand privilège d'être à cette cérémonie. C'est également l'occasion qu'il saisit pour saluer la grandeur de son hôte qui, conformément au rôle de sa fondation appelée Andrew Young Foundation, contribue à la réalisation de grands projets de développement, notamment dans le système éducatif à travers le monde. Sur le sol ivoirien, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique a été reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les échanges ont tourné autour des secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, l'assainissement, l'emploi jeune et la sécurité. Rassuré des performances accomplies par la Côte d'Ivoire dans les domaines cités, Hafez Ghanem souhaite augmenter les financements de la Banque mondiale. Ce sera environ 56 milliards de francs CFA pour soutenir le développement du capital humain. Un soutien orienté vers les secteurs prioritaires que sont l'éducation et la santé infantile et maternelle. Le dédommagement des populations impactées par la construction du 4e pont d'Abidjan a démarré. Ce pont va relier les communes d'Atekoubé et de Yopougon. 1500 personnes exerçant à la nouvelle gare d'Atekoubé, contraintes de quitter les lieux, seront toutes indemnisées. Issaïo. Le dédommagement des populations concernées par la construction du 4e pont reliant les communes de Yopougon et d'Atekoubé est entré dans sa phase active. Premier concerné ce lundi, les personnes exerçant dans l'informel à la nouvelle gare d'Atekoubé. Keita Mori, habitant à Bobo et vendeur de pièces de gros camions sur ce site, d'où sortira un échangeur à la faveur de la construction de ce pont. Recensé pour être dédommagé, il fait un dernier tour dans son magasin. Depuis 20 ans, depuis 1998. Donc, on nous a dit qu'on va quitter ici, ils vont nous dédommager. Donc, ça cause vraiment, on était parti à la marine pour ça. Keita Mori est désormais habité par un seul souci, trouver un autre site pour poursuivre ses activités. Le dédommagement aidera en partie. Inscrit sur la liste des premiers bénéficiaires, il se rend au foyer des jeunes d'Atekoubé pour prendre son chèque. Je suis content. Comme on va quitter ce coin, je vais chercher l'autre coin à m'installer là-bas. Comme lui, ils sont plusieurs, travaillant à la nouvelle gare d'Atekoubé, à avoir le sourire après avoir perçu leur chèque.
Combien il y a dedans? Moi, je comprends pas. On m'a donné chaque seulement, je ne sais pas c'est combien. Tout le monde dit ça va, ça va. Je dis, je suis content. Je vais aller chercher un coin, commencer mon travail. Là, sans problème. On est content parce que à la ZAN, ils nous ont donné un peu. On va prendre pour déménager pour aller installer un côté encore là. Bon, on a remercié le président de Côte d'Ivoire. 1600 travailleurs de la nouvelle gare d'Atekoubé sont concernés par cette première phase de l'opération d'indemnisation. Afin de s'assurer d'une bonne utilisation des fonds, une ONG partenaire au projet se charge de les encadrer. L'argent qu'on vous a donné, c'est pour que vous puissiez aller vous réinstaller. Et en sortant, n'allez pas donner des informations à qui que ce soit. Toute personne qui va s'approcher de vous pour vous demander comment ça s'est passé, comment vous avez eu combien, ne donnez jamais. C'est vous, madame et les enfants. 30 milliards sont alloués pour le dédommagement de l'ensemble des déguerpis de l'opération. Le coordonnateur du projet réitère la volonté du gouvernement de soulager toutes les populations concernées par la construction de ce 4e pont. Le principe est d'éviter aux populations de longue distance pour rentrer en possession de leur chèque. Donc c'est à nous de nous déplacer vers ces populations-là pour leur permettre éventuellement de rentrer en possession de leur chèque et de ne pas occasionner des dépenses supplémentaires pour se déplacer. Cette opération d'indemnisation des personnes exerçant à la nouvelle gare d'Atekoubé va durer 2 semaines. Après quoi, le dédommagement va s'étendre aux propriétaires de maisons, aux locataires et aux hébergés gratuits. Les activités commerciales de la commune d'Abobo, elles, ne seront pas impactées par la construction du 4e pont d'Abidjan. Dans cette commune, plus d'1 millier de mini-cars appelés Gbaka et les taxis communaux contribuent à près de 80% de l'économie locale. Et de nouveaux secteurs d'activité comme la vente des véhicules d'occasion et surtout la boulangerie se développent. Cheikh Koné et Nadia Edja nous proposent un dossier sur ces nouveaux secteurs d'activité en pleine croissance à Abobo. Oui, allons à Bobo, l'une des 13 communes du district d'Abidjan. L'activité économique de cette commune populaire de plus d'1 million d'habitants est essentiellement basée sur le secteur des transports en commun. Le secteur connaît une croissance particulière depuis des années. Les lignes de taxis communaux et Gbaka sont aussi diverses que multiples. Mais si cette activité représentait dans un passé récent 80% de l'économie locale, force est de reconnaître que de nouveaux secteurs d'activité gagnent du terrain. La vente de véhicules d'occasion ainsi que le secteur de la boulangerie. Depuis 10 ans, Salif Doumbia est revendeur de véhicules d'occasion à Abobo. Installé à la nouvelle gare internationale de la commune, l'activité de Salif connaît un boom depuis ces 3 dernières années. À Abobo, effectivement, c'est affirmatif, ça marche. Les raisons, c'est parce que nous avons des prix compétitifs. Par exemple, quand vous voyez ces véhicules-là, ailleurs, ces véhicules vont vous parler de 4 millions. Cette fourgonnette-là. Mais à Bobo, vous l'avez à 3,6 millions, 3,7 millions, voire 3,5 millions même des fois. Voilà. Parce qu'à Bobo, on fait ça pour attirer la clientèle. Une clientèle de plus en plus nombreuse provenant des autres communes du district d'Abidjan. Nous avons nos collègues qui sont dans d'autres communes qui viennent prendre des véhicules chez nous pour aller revendre. Nous sommes très compétitifs et nous le faisons pour que les gens nous fassent confiance et les gens nous font confiance. Des prix compétitifs qui attirent usagers et revendeurs. Aujourd'hui, la commune compte officiellement 32 parcs de vente de véhicules pour 1500 revendeurs qui réalisent mensuellement un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA. Ce succès est quelque peu entaché par le phénomène des margouillas. Les margouillas, ils viennent devant les parcs, ils ne sont pas du parc, on ne les connaît pas, ils ont un portable, ils ont les photos. Lorsque vous voulez rentrer, ils vous abordent ou bien vous faire abattre quelque part, aller ailleurs. À côté du business des véhicules d'occasion, une autre activité non moins négligeable connaît une forte rentabilité dans la commune, le business de la boulangerie. En l'espace de 3 ans, de 10 boulangeries artisanales, l'on enregistre aujourd'hui environ 75 boulangeries modernes. La consommation du pain, une vraie compétition locale dans la commune. De quoi susciter un regain de dynamisme dans ce secteur. À Andotré, un quartier de la commune, Célico Sidney est gérant d'une chaîne de boulangeries. Au départ, petite fabrique de pain, depuis, son business a pris du volume. À Bobo, ça donne bien, ça marche. Et avant, les boulangeries étaient communément appelées les banabana.
C'est-à-dire que c'était des boulangeries simples, on faisait le pain avec des fagots, et puis bon, le lieu de la fabrication du pain, c'était pas trop ça, l'hygiène n'y est pas. Maintenant, c'est devenu un lieu de rencontre. La chaîne de boulangerie de Séléco emploie une centaine de jeunes de la commune. Elle vend 9000 baguettes de pain par jour. À l'échelle de la commune, c'est en moyenne 500 000 baguettes de pain produites tous les jours, soit 2 250 millions de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Le pain fait ainsi partie des aliments de base des populations d'Abobo. Moi, chaque jour, je consomme 10 pains. Voilà, chaque jour, moi, je consomme 10 pains parce que j'ai plus de 10 personnes à la maison. Ce que nous avons remarqué dans ces derniers temps, c'est beaucoup plus au niveau de la boulangerie qu'il y a un boom. Que ce soit à tous les grands carrefours, vraiment, c'est un secteur qui marche bien. Tout ce qui est dans le secteur de la consommation, par rapport à un grand nombre, ça marche énormément. Je pense que les opérateurs économiques qui sont investis là-dedans, vraiment, bon, ils ont mieux réfléchi. Ils se sont dit que bon, ben, c'était un secteur d'avenir pour Abobo. Un secteur d'avenir qui contribue à une part non négligeable aux recettes de la mairie. Le secteur, effectivement, génère des recettes dans la mesure où, au niveau de la fiscalité locale, la boulangerie contribue pour une part assez importante. En clair, au niveau de la fiscalité, composée de la patente, de l'impôt foncier, l'impôt synthétique, ainsi que la taxe d'occupation du domaine public, le secteur de la boulangerie génère près de 100 millions de francs CFA tous les mois dans les caisses de la municipalité et contribue à hauteur de 3% du budget global de la mairie d'Abobo. Outre les secteurs de la boulangerie et la vente de véhicules d'occasion, les activités commerciales, principalement celles des marchés, représentent à elles seules 50% de la recette de la mairie. Et cela grâce aux 22 marchés que compte la commune avec 18 000 contribuables, 2503 boutiques et 345 magasins. Une importante contribution à l'économie locale qui reposait jusque-là sur le seul secteur des transports. Dans l'actualité politique, la révision de la liste électorale est achevée pour l'année 2018. La commission électorale indépendante va la remettre aux partis politiques ce jeudi. Mais avant, la CEI fait quelques précisions et rassure sur la disponibilité des nouvelles cartes d'électeurs. Herman Guivet. Le détail de la liste électorale définitive après traitement se présente comme suite. Nous avons une liste électorale définitive qui comporte 6 595 790 électeurs, dont 3 357 633 hommes et 3 238 157 femmes. Donc il y a une hausse par rapport à 2016 de 4,39%. Toutes les populations ne sont pas concernées par ce scrutin couplé municipal et régional. 4 catégories se dégagent. Les personnes qui votent, qui font les deux scrutins, il s'agit des personnes qui sont dans des communes et qui sont en dehors des territoires des districts autonomes d'Abidjan et du district autonome de Yamoussoukro. Ces personnes sont forcément sur le territoire d'une région, donc voteront pour la région. Et puis il y a celles qui sont dans les communes et voteront pour la commune. Toujours en restant dans les régions, il y a la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui sont sur des territoires hors périmètre communal. Ce sont des personnes donc qui sont dans les sous-préfectures, donc en dehors du périmètre communal, qui vont donc, elles, voter rien que pour la région. La troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui se retrouvent dans des communes à l'intérieur d'un territoire du district autonome d'Abidjan ou du district autonome de Yamoussoukro. Par exemple, les populations d'Abidjan-Ville. Elles voteront une seule fois, rien que pour les communes, parce qu'il n'y a pas de région ici, et pour le district, il n'y a pas d'élection directe au suffrage universel. Maintenant, vous avez la quatrième catégorie, ce sont des personnes qui ne votent pas du tout. On les retrouve dans les départements d'Abidjan au niveau d'Anyama sous-préfecture, c'est-à-dire en dehors du périmètre communal, à Bingerville en dehors du périmètre communal, à Songon en dehors du périmètre communal, à Brofo-Doumé en dehors du périmètre communal. C'est sur le territoire du district, mais en dehors des périmètres communaux. Aucune inquiétude à se faire pour ce qui concerne la disponibilité des cartes d'électeurs. Nous avons fini de produire les cartes d'électeurs et les cartes d'électeurs vont être convoyées dans les commissions électorales locales
pour être distribués. Ensuite, il y a les listes d'émargement qui sont en train d'être conditionnées en prévision du prochain scrutin. Donc nous sommes quasiment prêts en ce qui concerne la liste électorale et ces éléments qui en découlent. Tout le monde n'est pas concerné par la distribution de ces cartes d'électeurs. Sont concernés les personnes qui avaient déjà fait l'objet du recensement mais qui n'avaient pas retiré leur carte d'électeur avant. Deuxième catégorie, toutes les personnes qui ont fait acte pendant que nous faisions la révision de la liste électorale toute dernière et qui sont allés soit pour un changement de lieu de vote, ou bien qui sont allés s'inscrire pour la première fois, ou qui sont allés pour faire des modifications ou des corrections sur leur état civil. Ce sont seules ces personnes-là qui auront de nouvelles cartes d'électeurs. Une liste électorale définitive qui sera donc remise jeudi aux partis politiques par souci de transparence. Occasion pour la commission électorale indépendante d'échanger avec ces derniers sur le mode opératoire des prochains scrutins. À cette rencontre, les candidats sont également conviés. Ils sont aussi appelés à voter le 13 octobre prochain. D'ici là, les sénateurs renforcent leurs capacités. Le secrétariat général du Sénat veut permettre à ses élus de se familiariser avec la pratique du travail parlementaire, les droits et devoirs d'un sénateur afin de faciliter l'accomplissement de leur mission. Le président du Sénat a en outre invité les sénateurs à déclarer leur patrimoine. La radio Fréquence 2 vit au rythme de l'innovation. Avec un studio relooké, elle lance la radio filmée, des programmes radiophoniques diffusés sur les antennes de la télévision nationale. L'actualité internationale est marquée ce mercredi par la décision de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba de faire appel de sa condamnation par la Cour pénale internationale à 12 mois de prison pour subornation de témoins. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, décide de faire appel de la peine d'1 an de prison et de 300 000 € d'amende prononcée le lundi par la Cour pénale internationale CPI pour subornation de témoins. Jean-Pierre Bemba ne retournera plus en prison compte tenu des années qu'il a déjà passées en détention provisoire. Mais au-delà d'une réduction de peine, la défense de l'opposant congolais espère une annulation de sa condamnation pour subornation de témoins. À l'issue de la rencontre entre les deux dirigeants des deux Corées, Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont mis d'accord sur certaines mesures visant à dénucléariser le Nord. Un accord qui se concrétise après une troisième discussion directe en 6 mois. Pyongyang s'est dit prêt à fermer de façon permanente son site d'essai de missiles, en présence d'inspecteurs internationaux. La Corée du Nord s'est aussi engagée à fermer de façon définitive son principal site de recherche nucléaire, mais à condition que les États-Unis prennent de leur côté des mesures correspondantes. La mission d'établissement des faits de l'ONU sur la Birmanie a présenté les conclusions de son enquête sur la situation des Rohingyas et demandé que l'armée birmane, qui continue de contrôler en grande partie la Birmanie malgré une démocratisation entamée en 2012, soit exclue de la vie politique dans le pays. La Cour pénale internationale CPI a décidé d'ouvrir un examen préliminaire concernant la déportation présumée des Rohingyas. Une étape cruciale avant l'ouverture éventuelle d'une enquête formelle sur ce qui pourrait constituer un crime contre l'humanité. Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara a terminé sa visite officielle au Qatar. Elle a permis la signature de 6 accords de coopération avec le Qatar dans divers domaines, dont l'éducation et les transports maritimes. Le président Alassane Ouattara a également présenté au secteur privé qatari les opportunités d'investissement en terre ivoirienne. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous sur RTI 1.